Merci d'être aussi nombreux pour cette nouvelle masterclass, toujours autour de l'organisation apprenante, avec un acteur phare, avec Youno, que tout le monde connaît, hein, je crois, en tout cas, vu le monde, et avec Pierre Monclos, qui est un des pionniers, parce que ça fait 7 ans. Hein, 8 ans. 8 ans, bientôt l'anniversaire même de création. Bientôt de les 10 ans de Youno, oui. Voilà, donc, et avec Nadège Thomas, responsable formation du groupe ETAM, ou chef de projet formation, voilà, eh bien, on va avoir un échange là aussi sur l'organisation apprenante, sur comment, sur Institut Dickès, concrètement, comment les choses se passent. À la fin, il y aura au moins 5 minutes de questions, donc préparez-les, je ferai le tour tout à l'heure pour pouvoir venir vous donner la parole. Pierre, à toi. Merci Yannick, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nadège. Bonjour Pierre. Alors aujourd'hui, on va parler de l'efficacité des formations et de la place de la mise en pratique. Donc, pour introduire le sujet, on recontextualise. Je crois qu'on est le 18 mai aujourd'hui, donc ça fait 2 ans qu'on a une crise sanitaire. Qui a eu un premier impact, c'est la distancialisation du travail. Et qui a eu un deuxième impact, c'est la digitalisation massive des formations. Avant le Covid, on avait à peu près 5% de formations qui étaient totalement à distance. Je parle de vraies formations, pas juste de quiz et de vidéos. Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a à peu près un tiers des formations qui seront 100% à distance, un tiers en présentiel et un tiers en blended. On mélange un peu de distanciel et de présentiel. Et la question du jour, le sujet de la mise en pratique, il est venu par le prisme de, puisqu'on a digitalisé rapidement beaucoup de dispositifs de formation, comment on s'assure, que ce soit pour développer des compétences métiers ou des compétences techniques ou des compétences transversales, que ces formations, en tout ou partie à distance, elles sont efficaces, aussi efficaces que ce qu'on pouvait faire en présentiel, plus efficaces dans certains cas. Et c'est l'une des principales questions, nous, qu'on se pose chez Youno depuis quelques années, parce que, historiquement, la mise en pratique, elle est très faible. Dans la formation professionnelle, en France, pour les formations qui durent entre 1 et 5 jours, ça ressemble plus à l'apprentissage du code de la route. Quand on est en ligne, il y a des vidéos, il y a des slides, et des fois on fait des quiz. Mais ça sert à acquérir de l'information, des savoirs, ça ne permet pas de développer des compétences. Ce qu'on devrait faire, et c'est ce dont on va vous parler avec Nadège, c'est plutôt l'apprentissage de la conduite. Si vous vous rappelez la première fois que vous étiez à l'auto-école, est-ce que la personne, le prof d'auto-école, vous a dit « Alors, pour passer la vitesse, il y a une pédale d'embrayage, il faut attendre une fréquence de je ne sais combien, et à ce moment-là, tu vas appuyer pour passer la vitesse et accélérer. » Et puis, vous en parle pendant un quart d'heure, et puis vous essayez. Non, en général, on vous dit, bon, tu essayes, tu vas caler la première fois, c'est pas grave, essaye, comprends, et tu ressens ce que tu fais, et en fait, tu mets en pratique. Ben, nous, notre conviction chez Youno, c'est que pour avoir des formations qui sont vraiment efficaces, même quand elles sont à distance, c'est qu'on puisse avoir une majorité de mise en pratique. Pas 90% de concepts, de présentation, quelques mises en situation, et puis on retourne au travail, et puis c'est fini. Et si ça ne se passe pas comme prévu quand on met en pratique, ben on n'a plus de formateur, on n'a plus sa promotion de formation, éventuellement on a son manager et le service formation. Et donc c'est ça le sujet du jour, c'est quelle place on donne à la mise en pratique pour des formations vraiment efficaces, et vu que la mise en pratique crée de l'impact, comment on mesure vraiment cet impact? Plutôt que de se dire c'est bon, on a eu un super bilan de satisfaction, les participants sont satisfaits, ça veut dire qu'on devrait avoir fait le taf. Non, comment on s'assure que les compétences elles sont réellement développées et réutilisées en situation de travail? Ce sera nos deux parties, la mise en pratique et comment est-ce qu'on mesure l'impact. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Nadège, je te donne la parole pour que toi tu présentes un petit peu le contexte d'ETAM et comment vous avez traversé ces 2 années où vous en êtes aujourd'hui. Volontiers. Alors pour nous, la formation digitale, c'est une histoire assez ancienne dans le groupe ETAM, puisqu'elle a commencé environ en 2013 avec l'acquisition d'une plateforme LMS. L'objectif, c'était de partager avec nos collaborateurs, nos collaboratrices, des contenus en e-learning et d'apporter une solution alternative à la formation en présence, surtout, comme vous pouvez imaginer, pour les magasins, parce que c'est toujours très compliqué de faire venir le personnel au siège, de les rassembler, de les former. Donc on a démarré comme ça a pris un certain temps, on a acheté des contenus, on a produit de plus en plus de contenus. On a aussi beaucoup animé, ça a été le résultat du succès qu'on a aujourd'hui. On a une vraie culture de la formation digitale dans le groupe, mais l'animation a été primordiale avec les managers, avec les directeurs commerciaux des marques pour arriver à créer cet engagement. Je ne vous cache pas que pour le siège, c'est un peu plus compliqué, c'est plus récent. Et ça date, la crise sanitaire nous a bien aidé à basculer dans cette pratique du digital sur le siège.
Et du coup, les gens ont aussi découvert les bénéfices qu'ils en avaient, parce que c'est de plus en plus dur aussi de les rassembler dans une salle, une demi-journée, une journée entière. Là, avec le digital, très souvent, c'est morcelé, c'est plus étalé dans le temps, et c'est plus facilement gérable pour une personne de dégager des petites tranches horaires pour faire ses formations, de gérer les imprévus, etc. Voilà. Donc, du coup, au final, tout le monde se convertit progressivement à la formation digitale. Donc, on est content, l'objectif est atteint et on a des taux de réalisation importants. Du coup, fort de ce succès, on se dit, bon, bah, ça c'est coché, quelle est la prochaine étape? Et bah, c'est le sujet justement d'aujourd'hui, on va rentrer vraiment maintenant dans la mesure de l'efficacité, qu'est-ce que ça implique finalement comme changement de comportement, ces formations dans le digital. Donc ça c'est l'enjeu de cette année et c'est ce qu'on va revoir après, c'est ce qu'on va décliner maintenant en termes de stratégie de formation sur l'année. Alors pour illustrer les propos, je fais une parenthèse de 30 secondes pour vous expliquer Youno, nous, ce qu'on fait. Youno, nous, on est un organisme de formation spécialiste de l'impact learning. On propose des formations qui se font 100% à distance, ou lorsque vous faites de l'intra, on fait aussi du blended pour intégrer des sessions présentielles. Et on est spécialiste pour vous aider à transformer les compétences de vos salariés et à vous présenter des résultats mesurables de dans quelle mesure ils ont développé ces compétences, mais surtout dans quelle mesure ils les réutilisent en situation de travail. On fait ça sur toutes les compétences transversales, l'efficacité professionnelle, le management, la gestion de projet, la communication, le travail à distance. Et vu que je vais illustrer avec des exemples de formation qu'on déploie avec Etam, pour vous faire une idée, si vous n'avez jamais testé notre format de formation, chez nous, notre parti pris, c'est qu'une formation, elle dure une douzaine d'heures pour développer une compétence, qui sont réparties sur 4 semaines. Ça, c'est l'un des points les plus importants, parce que c'est ça qui nous permet de faire une mise en pratique en situation de travail. Ça se fait dans des promotions de 30 personnes, donc on n'apprend pas tout seul, on a des pairs. Et évidemment, il y a un accompagnement d'un formateur. C'est pour ça qu'en introduction, je distinguais de vidéo quiz ou de l'e-learning traditionnel. Là, on est dans des formations qui sont d'ailleurs certifiantes et reconnues comme telles par l'État. Alors, si on parle d'une formation efficace, déjà, il faut s'accorder sur qu'est-ce que ça veut dire une formation efficace. De notre point de vue, après je te poserai la question Nadège, en tant qu'organisme de formation, quand on travaille avec vous, une formation efficace, c'est une formation dans laquelle les participants, ils suivent un parcours d'apprentissage qui va leur permettre de développer des compétences. On n'est jamais dans les savoirs, même si les savoirs se noient dans les compétences, et les réutiliser en situation de travail. Si on n'atteint pas ça, on considère que la formation qu'on a délivrée, elle n'est pas efficace. On va voir après comment on le mesure. Nadège, toi, vous l'avez défini, l'efficacité d'une formation chez Etam? On travaille clairement à définir cet aspect-là. On a beaucoup... au départ, on est parti plus sur, surtout pour les magasins, un lien entre les indicateurs commerciaux, chiffre d'affaires, etc. Ce qui n'est pas toujours très facile, surtout si ce n'est pas pensé en amont, si ce n'est pas intégré dès le départ et si on ne prend pas l'image détaillée de ce qu'on veut mesurer ensuite et de voir l'évolution. Et sinon, pour la partie plus formation individuelle et notamment les formations qu'on fait avec Youno, on s'appuie sur nos partenaires parce qu'il y a un vrai travail de bilan à faire en amont, de faire après un mois ou plus d'utilisation. Donc c'est assez lourd à faire quand c'est des formations individuelles. Donc là, c'est vrai qu'on le fait avec nos partenaires. À nous, c'était notre prise de conscience il y a 3 ans. C'est si on ajoute une brique d'évaluation et qu'on demande beaucoup de travail à l'entreprise, en général, on retombe dans l'évaluation, c'est le parent pauvre de la formation et c'est ce qui passe à la trappe. Donc je vous présenterai après ce qu'on a changé en 2022 pour que 100% des personnes qui suivent nos formations passent par le système d'évaluation sans que ce soit contraignant. Mais avant, un petit zoom sur, je vous parlais tout à l'heure de la mise en pratique et de la différence entre apprendre le code de la route et apprendre à conduire. Je voudrais vous présenter, je vais mettre plus bas pour que vous puissiez voir, pour nous, les 3 formes de mise en pratique qui devraient être dans toute formation si on veut qu'elle remplisse la définition d'efficacité dont je vous parlais. Si on prend l'exemple de la prise de parole en public, qui est l'une des formations phares chez Youno, lorsqu'on est dans une formation qui se fait au moins en partie à distance, il y a 3 choses qu'on peut faire qui pour nous sont indispensables et qui doivent primer sur la théorie et les ressources. La première, c'est l'entraînement à son rythme. Ça veut dire quoi concrètement? Si j'apprends à parler en public, au tout début, je vous ai dit que nos formations s'étalaient sur 4 semaines. Dès la première semaine, on apprend rapidement quelques concepts sur qu'est-ce que parler en public, qu'est-ce que faire un discours. Et très rapidement, les participants, ils s'entraînent avec leur smartphone ou leur webcam
et ils peuvent se filmer autant de fois qu'ils veulent. Ça, c'est la première valeur ajoutée de la distance, c'est que la personne, elle apprend à son rythme, et donc si elle a besoin de répéter 40 fois son premier discours en se filmant, elle peut le faire 40 fois. Si vous mettez les personnes dans une même pièce, si elle le fait 40 fois, ça se fait au détriment du temps des autres apprenants. C'est un peu le bac à sable, c'est la zone confortable où on découvre la compétence, et une fois qu'on a fini, on est quand même dans une formation où il y a un formateur et des pairs, donc on va poster cette vidéo sur la plateforme, on va avoir des feedbacks positifs de ses pairs, et le formateur ou la formatrice, eux, vont faire des feedbacks et positifs et constructifs. Comme ça, on a déjà eu une confrontation à la mise en pratique, des feedbacks, et on sait comment on améliore sa prise de parole. Ça, c'est le premier niveau. Je pense qu'il est présent dans plus de la moitié des bonnes formations. Le deuxième niveau, qui a explosé depuis le Covid, c'est comment on fait à distance en synchrone. On fait de la mise en pratique en synchrone, et l'explosion des classes virtuelles n'est pas là pour rien. Nous, avant le Covid, on avait 2 classes virtuelles réparties sur les 4 semaines. Maintenant, on est passé à 4, et elles ne sont centrées que sur de la mise en pratique. Donc c'est des temps où en synchrone, on se confronte à la compétence avec un niveau de difficulté supplémentaire, parce que si on reprend l'exemple de prise de parole en public, bah là j'ai droit qu'à un passage, j'en ai plus 40, et je le fais devant d'autres personnes en direct, mais je pourrais toujours avoir leur feedback et les feedbacks du formateur. Donc après, j'ai à nouveau cette boucle où je peux prendre en compte ce qu'on m'a dit, je sais sur quoi je dois travailler, et je recommence. Ça, c'est les 2 étapes importantes, et j'espère que pour beaucoup de monde ici, c'est plutôt de l'évidence. Ce qui change, et ce qui doit prendre beaucoup plus de temps maintenant dans les formations, et ce sera mon dernier point sur la mise en pratique, c'est celle qu'on fait en situation de travail. Moi, je ne suis pas là pour dire que le présentiel, c'est pas bien, mais le présentiel nous a donné une mauvaise habitude, c'est que quand on était sur des formations courtes, en général, on se forme pendant les prises de parole en public, c'est 2-3 jours, on fait des simulations, même des fois devant une caméra, puis on retourne en entreprise, et après, quand on teste en situation réelle de travail et que ça ne se passe pas comme prévu, on est un peu tout seul. L'avantage d'avoir au moins une partie de la formation qui se fait à distance, c'est que dès la 2e semaine, ou la 3e semaine, ou la première pour les plus motivés, on peut aller tester directement en situation de travail ce qu'on vient d'apprendre. Ça marche pour la prise de parole, ça marche pour le feedback, ça marche pour mener des entretiens, pour devenir manager hybride. Et donc, nous, dans les formations, ce qu'on intègre, et ce qui marche le plus auprès des apprenants sans surprise, c'est des challenges où on va leur dire, pour développer cette compétence, voilà des actions que tu vas devoir faire en situation de travail. Tu choisis, c'est une liste où, parce que chacun a une situation de travail différente, tu mets en pratique, et tu reviens dans la formation nous dire comment ça s'est passé. Alors que historiquement, on faisait la mise en pratique en situation de travail après la formation. Pédagogiquement, c'est un non-sens. C'est absurde de faire comme ça. Donc là, on peut le faire dès le début. Je ne dis pas que c'est parfait, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des entreprises qui soient dans un cadre d'entreprise apprenante, pour qu'il y ait des droits à l'erreur et qu'on autorise les personnes à tester des compétences qu'elles sont en train de développer dans une situation réelle de travail. Et ensuite, elles reviennent sur la plateforme, dire voilà, ça s'est bien passé, ça, j'ai pas compris pourquoi ça n'a pas marché. On a à nouveau des feedbacks de ses pairs et du formateur, et on a réussi à créer une boucle vertueuse où il y a une navette entre la situation de travail et la situation de formation, où on se rapproche beaucoup de la FEST, pour ceux qui connaissent les actions de formation en situation de travail, sauf qu'on garde aussi l'avantage d'un parcours de formation qui s'étale sur 4 semaines avec des ressources, avec des activités, etc. Pour nous, c'est depuis qu'on fait ça dans 100% de nos formations qu'on atteint à chaque fois la définition, et on parlera après d'indicateurs, je vous en donne un qui est l'indicateur qu'on suit de plus près, c'est le taux de complétion. Les formations en ligne, quand on était dans les learning traditionnels, 10% des personnes allaient jusqu'au bout des formations. Parce qu'on était tout seul, il y avait un avatar, il n'y avait jamais d'humain. Nous, aujourd'hui, notre promesse, c'est que 93% des personnes qui ont démarré la formation, elles vont jusqu'au bout. Et en plus, on vous présente les résultats de... C'est pas parce qu'elles sont allées jusqu'au bout qu'elles ont réussi la formation. On vous dit s'il y a un gap avant-après, ce que je vous présenterai dans la 2e partie. Je vous apporte notre témoignage sur le sujet. Alors je pars par la fin. La mise en pratique en situation de travail, c'est quelque chose en fait qui nous semble vraiment primordial. Et par exemple, un des préalables, quelque chose qu'on a changé cette année. Vous avez sûrement ce rituel des entretiens annuels, des souhaits, besoins de formation qui sont exprimés, qui remontent, et donc cette somme à gérer, à analyser et à déployer. En fait, en faisant ça, on était toujours en décalage entre le besoin et on arrivait avec une solution c'était trop tard, trop tôt. Donc on a arrêté de fonctionner comme ça et maintenant on fait une collecte des besoins au fil de l'eau tout au long de l'année. Et si on prend un exemple, par exemple avec une formation qu'on propose justement avec Youno, qui est la gestion de projet agile, la formation elle est pertinente s'il y a un projet à mener et si je suis en situation d'aller mettre en pratique ce que j'ai appris. Donc là, en fait, quand on est sollicité, eh bien, à ce moment-là, on a fait par exemple le cas début avril, on a un groupe d'une dizaine de personnes qui travaillent autour d'un projet.
auquel on les a inscrits à une session Yono, ils font leur formation ensemble, ils mettent en pratique ensemble, et là les bénéfices, l'ancrage a priori est beaucoup plus fort. Donc ça, cette mise en pratique, elle est importante. Et par rapport au rythme et test and learn, on le fait aussi sur nos propres formations en interne. On a un programme managérial qui va démarrer, qui va s'étendre tout au long de l'année sur tous nos managers du groupe. Et on a reproduit les pratiques de Yono, les pratiques qui se font de plus en plus et dont on tire des bénéfices, à savoir leur programme, il va être à peu près en 4 modules. On va désynchroniser la partie théorique, donc ils vont suivre en asynchrone sur la plateforme de e-learning. Toute la partie référentielle, connaissance, elle leur sera délivrée en amont d'une séance de mise en pratique. Et là, on sera sur du synchrone, présentiel ou en distanciel, compte tenu de la logistique que j'exprimais plus tôt. Et la partie synchrone, elle va se faire vraiment sous forme de mise en pratique, mise en situation. On ne sera plus en train de délivrer du contenu. Ça aura été fait avant, c'est un prérequis à la participation à la séance. Et du coup, comme il y a plusieurs modules, ça va durer plus d'un mois et demi. En fait, ces 4 modules, ils vont se séquencer. Et entre chaque module, il y aura du coup une mise en pratique sur le terrain et la possibilité pour la personne, lors de la session suivante, d'interpeller le formateur, de poser des questions, etc. Et donc, du coup, d'avoir cette espèce de chaîne vertueuse dont on mentionnait avant, c'est je mets en pratique tout de suite, je vois ce qui va pas. Et je m'adresse ensuite à mon formateur, à mon tuteur quand je suis avec une formation Yono, pour essayer d'avancer. Parce qu'on avait vraiment aussi ce retour de je fais une formation assez conséquente, et puis en fait au moment où j'arrive sur mon poste de travail, je rencontre des difficultés, ça se passe pas comme prévu, j'ai pas de soutien, j'arrive pas à faire quelque chose, et j'abandonne parce que devant l'adversité et la pression du travail, du coup voilà, je repars à mes anciennes pratiques, et donc le bénéfice de la formation il est annulé. Donc voilà pour la partie mise en pratique. Et qu'est-ce que je voulais vous dire en dernier? Je ne sais plus. Alors tu me diras si ça te revient. Il nous reste 6 minutes, c'est ça? 5 minutes encore. 5 minutes. C'est très bien. Alors la deuxième partie, c'est comment on mesure ça. Là, si on retient, on a essayé de fusionner autant que possible le temps de formation et le temps de travail pour mettre en pratique. Mais ça ne veut pas dire que pour autant c'est efficace. Il faut s'assurer que c'est efficace. Ce qui s'est fait jusqu'à présent, je vais être très critique aujourd'hui, je vous disais que déjà avant il n'y avait pas de mise en pratique, mais alors quand on parle d'évaluation, c'est pire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce qu'on a su bien faire, c'est la satisfaction des participants. Sauf que la satisfaction des participants, elle peut être liée à plein de choses qui n'ont pas de rapport avec les compétences développées, donc il y a beaucoup de biais. L'évaluation des acquis, aujourd'hui on sait le faire. Il y a des organismes comme nous, on le fait directement, il y en a qui sont spécialisés là-dedans pour vous aider à le faire pour vos formations internes, mais c'est pas souvent fait. Mais c'est pas ça qui est important. Si on veut mesurer l'efficacité réelle d'une formation et savoir quel est le retour sur investissement ou le retour sur les attentes, il n'y a pas besoin d'indicateurs financiers, il faut faire 2 autres choses. Mesurer le transfert de compétences en situation de travail, et le bénéfice pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça génère pour l'entreprise? Pas juste, tu le donnais dans ton exemple, pour moi c'est illusoire de se dire si je fais une formation, ça va augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise, même quand on forme aux techniques commerciales, les liens ils sont durs, il y a plein d'autres données qui entrent en jeu. Pour faire ça, pour mesurer le transfert de compétences et le bénéfice entreprise, nous, il y a des choses qu'on testait depuis 3 ans et depuis 2022, on l'a intégré dans toutes nos formations. Ça nous a fait un peu peur, je vais vous le partager. C'est que l'auto-évaluation, donc l'auto-positionnement de la personne qui se fait avant la formation, maintenant, c'est obligatoire. Moi, au début, je me suis dit, mais si c'est obligatoire, on va peut-être avoir des gens qui décrochent au début parce que historiquement, il n'y a pas de très bon taux de remplissage dans les auto-positionnements. C'est pas ce qui intéresse les apprenants. Ça n'a pas changé, et je pense que c'est lié au deuxième point, c'est que c'est natif dans l'expérience de formation. En fait, on a changé de paradigme pour se dire il ne faut plus ajouter une brique d'évaluation autour de la formation, il faut que ça fasse partie de l'expérience de formation, c'est normal de s'auto-positionner. Et de s'auto-positionner, c'est pas de dire j'ai telle ou telle compétence, ça c'est très dur. Moi, ça fait 14 ans que je travaille dans ce domaine, je ne suis pas sûr que j'arriverai à m'auto-positionner sur telle ou telle compétence, parce que c'est un exercice très difficile auquel il faut être formé. Donc on part de comportements très concrets. Si on est sur la gestion du temps, combien de fois j'ouvre ma boîte email par jour? Combien de fois je cède à la tentation du multitasking? Souvent, parfois, jamais. Des questions extrêmement simples, ça prend pas longtemps à remplir. On fait ça avant la formation et 1 mois après la formation. Et ensuite, on a un bilan quand on est un apprenant où on voit le décalage entre le avant-après. Comme ça, on sait ce sur quoi on a progressé. Et quand on n'a pas assez progressé à son goût, on a des actions directes pour dire si tu veux continuer de progresser sur tel comportement ou telle compétence, voilà les actions à faire au-delà de la formation. Et pour terminer, le bilan qu'on fait, je vous ai parlé du bilan côté participant, on fait aussi le bilan auprès de l'entreprise, de dire on a une analyse, ce qu'on fait avec plein de clients depuis janvier,
il y a telle ou telle compétence qui se développe moins vite dans votre entreprise que dans d'autres, et donc on vous préconise un plan d'action. Après, à vous de le suivre ou non. Et dans ce plan d'action, il y a des projets de transformation, parfois il y a d'autres actions de formation, parfois il y a des actions de sensibilisation, et là c'est l'entreprise qui s'en empare. Mais ce qui a changé par rapport à ce qu'on disait au début, c'est qu'avant, on disait à l'entreprise, bah là, nous, on n'a pas assez de données par rapport à vos populations ou autres, donc c'est à vous de faire le bénéfice entreprise. C'est le niveau 4 de Kirkpatrick, on ne peut pas le faire. Bah, on a changé d'avis, on s'est dit, on peut vous pré-mâcher une partie du travail et vous saurez l'interpréter. Et ça a changé radicalement les résultats dans les formations qu'on a développées. Donc du coup, on s'en est inspiré, on fait à peu près la même chose. On continue quand même héroïste, hein, on essaie quand même de chercher des moyens de voir s'il n'y a pas quelque chose à prouver, parce que c'est toujours plus facile si ça va dans ce sens-là. Néanmoins, par contre, on l'intègre, comme je le disais dès le début, c'est-à-dire que ça fait vraiment partie intégrante du projet. Et on ne regarde plus simplement les aspects chiffre d'affaires ou d'autres transformations, même si on le regarde. On va regarder aussi les NPS, voir un peu ce que les clientes disent suite à leur expérience magasin. Donc ça, c'est pour les formations magasin. Et de manière plus globale, sur les programmes manager, leader, là, par exemple, ce qu'on fait en ce moment, on va démarrer un programme. On a un questionnaire de self-assessment. On leur demande de s'auto-évaluer. Mais comme Pierre disait, du coup, on ne le fait pas sur des compétences, mais plus sur des comportements. C'est dans cette situation-là, je fais plutôt ça, je suis à l'aise pour faire ça, ou non, je ne suis pas du tout à l'aise, ou alors je maîtrise, ou alors justement c'est une force chez moi, je suis reconnue pour, etc. Et donc depuis, suite à ce questionnaire d'évaluation, en fait, on va on va délivrer à tout le monde à peu près le même programme avec des variantes selon les faiblesses et les forces, et on fera la même mesure à l'issue du programme pour vérifier, pour voir si on a un changement, si on constate une modification de comportement. C'est l'heure de passer aux questions. J'avais envie de faire un résumé de cette posture que tu as expliquée, Pierre, en vous confiant un tips. C'est lorsque l'on n'appelle plus cette première brique qui était souvent externe, qui était souvent très mal vécue, d'évaluation, d'entrée d'un parcours, mais et Pierre l'a bien nommé en disant, ça devient du positionnement. Se positionner dans un parcours, c'est juste fondamental. Enlevons la notion d'évaluation qui est souvent vraiment connotée de manière très négative de la part des apprenants, qu'on subit ces éléments d'évaluation avant, et quand c'est intégré comme ça passe facilement, et au contraire, ça devient un outil de repère, comme lorsqu'on utilise un GPS, eh bien, on sait d'où on démarre, et ça permet de savoir où on va aller. Si on n'a pas ce point d'entrée-là, on ne sait pas où on va pouvoir aller, et là, ça devient quelque chose de vraiment utile, et dans lequel on a une accroche tout à fait positive de la part des apprenants. Et en plus, c'est engageant. Là où avant, ils ne voulaient pas le faire, quand ils s'auto-positionnent, ils voient là où ils vont progresser. Du coup, ça sert l'autre cause, qui est l'engagement des apprenants dans les niveaux dispositifs de formation, qui est un autre enjeu aujourd'hui. Vos questions? Oui, bonjour. Mathias Van der Bellen, je suis ingénieur pédagogique indépendant et j'accompagne aussi des structures, notamment sur des sujets d'évaluation. Donc je trouve l'intervention très intéressante. Et notamment, est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus sur comment vous pré-mâchez le travail sur le niveau 4 dont vous avez parlé en fait pour avoir des données et accompagner en fait les entreprises, parce qu'en fait effectivement des fois c'est difficile d'obtenir du client des informations sur l'impact des formations, et donc je trouvais intéressant ce que vous disiez, on leur pré-mâche le travail pour répondre un peu à cette problématique. Alors un exemple concret, si on prend des formations en management, tout à l'heure tu parlais de formation en management, je vais donner un exemple très ciblé. Les questions qu'on pose, il y en a entre 15 et 30 selon la compétence, mais c'est assez rapide à remplir. Lorsqu'on a ces compétences et qu'on a une promotion d'une trentaine ou d'une quarantaine de managers qui ont suivi une formation, avec un client, ce qu'on a observé, c'est que assez peu de managers avaient conscience de leur besoin de progression sur les feedbacks. Tous s'auto-évaluaient très bons avant la formation et très bons après la formation, alors que dans les quiz, dans les retours du formateur et dans les mises en pratique qui se faisaient dans la formation, c'était évident pour le formateur qu'ils n'étaient pas à l'aise avec la culture du feedback. Donc nous, quand on a ces éléments, dans le plan d'action qu'on propose à la fin à l'entreprise, on va dire, vous avez un sujet sur le feedback, ou, parce que c'est très dur même sur des comportements de bien s'auto-évaluer, les personnes surestiment leur capacité à faire et à recevoir des feedbacks. Donc nous, on vous préconise, et là on liste différents types d'actions, les actions les plus simples, demandez-leur de faire des feedbacks. Les actions un peu plus compliquées, faites le lien avec votre culture du feedback. Proposez une formation sur le feedback. On va faire ça graduellement.
mais ça s'arrête là notre compétence. Mais vu qu'on fait ça dans une réunion, c'est pas juste on présente et puis Nadège vient nous dire ah ça je prends pas. C'est ah mais c'est intéressant parce qu'il y a tel sujet. Et donc c'est une réunion où on prémâche un plan qu'on ajuste en temps réel. Et si on doit rééchanger après, en fait on continue. C'est la formation continue côté entreprise aussi. Je sais pas si tu as des éléments. Il nous reste juste un tout petit peu de temps pour la dernière question. Alors je vais aller vite, bonjour. Bonjour. Moi c'est le rapport au temps qui me questionne. Comment vous réussissez à intégrer ça dans l'agenda de vos collaborateurs? Vous parliez de 12 heures sur 4 mois. Concrètement, comment vous arrivez à libérer du temps aux gens de façon très homéopathique, enfin sporadique, puisqu'on n'a plus une journée où les choses sont fixes. Voilà. Organisationnellement, ça me questionne. Je peux répondre en fait, puisque j'ai ce problème-là, en effet, qui m'est typiquement sur les formations qu'on fait avec nos collaborateurs dans le cadre des formations UNO. Donc en effet, c'est 12 heures. On leur demande de réserver 12 heures dans leurs agendas sur 4 semaines. Par contre, elles ne sont pas forcément contiguës, même si c'est quand même bien d'arriver à se prendre un temps un peu important. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, et ça c'est ce qu'ils apprécient, et c'est le retour qu'on a qui est positif, c'est cette gestion du temps. Ça peut être très tôt le matin, très tard le soir, sur l'heure du déjeuner, etc. Où ils vont organiser en fonction des contraintes, puisqu'en effet, chaque jour, il y a des choses qui tombent, et la journée, elle ne se passe pas comme ils avaient prévu. Donc là, l'avantage de ces formations digitales, c'est qu'ils sont maîtres de leur temps, et qu'ils repositionnent sans qu'ils ne perdent pas le contenu. Donc, et en morcelant, en faisant des petits morceaux comme ça, en découpant, ça passe en fait. Après, il y en a qui vont plus vite, qui ne mettent pas les 12 heures requises, il y en a qui prennent plus de temps parce qu'ils ont les moyens de le faire. Mais c'est vrai que cette mise en pratique, elle est vraiment importante et elle est possible que parce qu'il a des coupes. Sinon, c'est clair, ça passe pas. Merci pour ce cas très concret, à la fois d'une application d'une entreprise et à la fois d'une vraie vision pédagogique outillée qui, une nouvelle fois, met les outils au service d'une démarche, d'une vision de la pédagogie, d'une vision de ce que c'est que la formation, avec une exigence en termes de qualité, d'impact, de mesure d'impact. On sait que c'est le gros défi de la formation sur les années à venir. C'est plus de la formation qui se consomme, mais de la formation qui vraiment est utile et pour laquelle on est prêt à investir pour pouvoir prendre les moyens. Donc merci beaucoup à vous deux. Merci. Et dans 3 minutes, on va redémarrer sur une autre illustration, mais on peut les applaudir parce que c'était vraiment intéressant. Merci à vous.